Le docteur Barbezieux ne perd pas de vue la momie tibétaine exposée au musée d'ethnographie de Paris. Bientôt, elle sera sienne, en dépit du fantôme qui rôde la nuit. D'ailleurs, ce fantôme a disparu dans les catacombes, lesquelles communiquent avec les caves du musée. 2 journalistes de Paris Presse ont également disparu dans ce dédale de galeries alors qu'ils poursuivaient le fantôme. Alex Dorval et Robert, témoins de l'affaire, ont jugé bon d'avertir le commissaire Calisson. C'est ici, commissaire. Nous nous sommes séparés exactement à l'embranchement de ces 2 galeries. Paimboeuf et Jambier ont pris de ce côté et nous par là. Et depuis, vous n'avez plus revu ces 2 journalistes? Impossible de mettre la main dessus. Ils ont dû se perdre dans ce dédale de galeries. Paris, sous le musée d'ethnographie, les catacombes. En avant, messieurs. Soyez sur vos gardes. N'oublions pas que nous pouvons à tout instant rencontrer le patron. Oui, Brouillot. Si justement on tombe sur le fantôme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Brouillot, vous vous relevez, après c'est tout. Bon, allez, ne perdons plus de temps. 2 hommes sont peut-être en danger. Dorval, vous nous accompagnez? Absolument. Je viens aussi. Allez, en avant. En avant. Paimboeuf! À propos, Dorval, vous ne m'avez toujours pas dit pour quelle raison vous et vos collègues journalistes de Paris Presse vous êtes aventurés dans un pareil endroit. Un informateur bien informé nous a dit qu'on pourrait trouver un fantôme dans la salle numéro 7 du musée d'ethnographie. Et cet informateur bien informé ne porte-t-il pas un uniforme de gardien par hasard? Ouais, plus de 20 minutes qu'on marche et toujours rien. Les galeries sont tarabiscotées. Inspecteur Brouillot. Oui, patron. Avez-vous pensé à marquer chacune des intersections que nous avons franchies, ainsi que je vous l'ai demandé? Oui, patron, sauf que les collègues n'ont plus de mouchoirs. Des mouchoirs? Pourquoi faire des mouchoirs? Mais pour marquer les intersections, patron. Oh, Grouillot. Non, mais... Tiens, le boyau s'élargit, semble-t-il. Commissaire ça fleure bon les brochettes ici. Oui, je sais, Robert. Mes hommes aussi ont de l'odorat. Il semble que ce fumée provienne du bout de cette galerie. D'ailleurs, je vois une faible lueur là-bas. La galerie débouche dans une salle. Un bras patriotique, la déco. Les murs sont couverts de drapeaux français. Un lieu de culte, sans doute. Messieurs, déployez-vous, et que chacun reste sur ses gardes. Commissaire, à quoi cette flamme au ras du sol vous fait-elle penser? À la même chose que vous, Dorval. Une réplique de la flamme sacrée, celle qui brûle sous l'Arc de Triomphe. Ce qui veut dire que nous nous trouvons très probablement sous la place de l'Étoile. Après tout ce qu'on a marché, rien d'étonnant. Patron, Oui, inspecteur Brouillot. le sol, il est... Jonché d'ossements, oui. Et alors, vous n'avez jamais vu des os, Brouillot? Votre femme ne vous cuisine jamais de poulet? Hein? Ah bon Dieu! Qu'y a-t-il, Dorval? Là. Bon sang. Mais c'est Paimboeuf et Jambier. Ils sont morts? Non, seulement évanoui. Regardez. Il leur manque un morceau. Le bras droit de Paimboeuf. La jambe gauche de Jambier. Coupé. Non, du calme, messieurs, du calme. Bon, apportez les brancards. Mais alors, cette odeur de viande grillée, c'était... Entrez, ma chère Carmilla. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de moi? C'est que personne ne frappe à cette porte avec une telle férocité. Merci, docteur. Un petit câlin? Oui. Venez plus près de moi, ma tigresse. Vous m'intimidez, Barbezieux. Oh, appelez-moi docteur. J'ai des informations. Une mauvaise nouvelle concernant ce photographe au grand bras. Robert de la revue des curiosités. Il est très curieux, lui aussi. Au moins autant que son ami Alex Dorval.
Oui. Oh, continuez, Carmilla. Il ne quitte plus l'arrière d'une camionnette, laquelle est stationnée devant notre clinique depuis 10 heures ce matin. Ah oui. Et que fait-il? Des photos de notre clientèle, des tas de photos. Encore, oui, encore. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Ma chère Carmilla, ne croyez-vous pas que nous devrions l'en empêcher? Agir de la sorte ne nous apporterait que des ennuis. Mieux vaut le laisser faire tout en organisant une surveillance discrète de l'individu. C'est la meilleure façon d'apprendre ce qu'il sait déjà sur nous. Carmilla, mon petit démon, vous êtes la sagesse même. Encore un câlin, docteur. Robert, par ici. Je te dis pas la circulation pour venir de Suresnes. Garçon, un picon bière SVP. Garçon, un jus de tomate, s'il vous plaît. C'est acide la tomate, moi ça me file des aigreurs d'estomac. Petite nature, va. À propos de maladie, Robert, la clinique du docteur Barbezieux. Ah oui, ça s'est pas trop mal passé en fait. J'ai pris quelques photos, mais pas de mademoiselle Carmilla. Montre. Connais pas. Connais pas. Connais pas. Connais. Je peux jeter un coup d'œil, moi aussi? La vieille qui sort de la clinique avec un châle sur les épaules. C'est qui? Voyons, Robert, la médium de la séance de spiritisme du sanatorium de Mornefonge. Ah oui, t'as raison, je l'avais pas reconnu. Je peux jeter un coup d'œil, oui ou non? Pardon, Elsa. Tiens. Lui, c'est lui. Quoi? Qui? Le vieux vicelard qui se trouvait tout nu devant moi dans la chambre de la clinique. Ce vieillard bedonnant, ça a dû être un choc. Courageuse petite Elsa. Bingo, une piste. Il faut découvrir qui est ce type. Garçon, un les fraises. Bon, Robert, tu vas voir Mademoiselle Choupard aux archives avec ta photo. Hein? À 7 heures? Mais ça va pas, j'ai même pas commandé ma deuxième bière. Elsa et moi, nous nous chargeons de la médium. Et comment comptes-tu la retrouver, mon trésor? En téléphonant à tous les charlatans du coin? Non, princesse, j'ai une meilleure idée. Alex, vas-tu me dire ce que nous sommes venus faire au cimetière du Père-Lachaise? Converser avec le tout Paris Spirit. En faisant tourner les tombes? Lorsque nous sommes venus ici pour vérifier le contenu du cercueil de Xavier Yves Zarouf, voilà quelques semaines, nous sommes passés près de cette tombe. La tombe du médium Alam Kardec, la cabine téléphonique de l'au-delà. Oui. Tout ce que Paris compte de médium passe régulièrement ici afin d'entrer en contact avec les esprits. Ils sont encore plus nombreux ce soir que la dernière fois. Une véritable procession randonnion, comme à Confesse. Et chacun attend de mettre ses mains sur la tombe d'Alan Kardec afin de poser sa petite question. Alors c'était ça ton plan? Téléphoner à Kardec? Non. Mais je vais simplement passer parmi cette aimable assistance et leur montrer la photo de la vieille médium. Hé, mon brave. Un renseignement, s'il vous plaît. Regardez cette photo. Allez-vous-en. Reconnaissez-vous cette femme? C'est une médium. Laissez-nous tranquilles. Mais je veux simplement un renseignement. Partez d'ici. Ça risque d'être plus difficile que je ne le pensais. Veux-tu que j'essaye? Psst. Monsieur. On dirait que le gardien du cimetière me fait signe. Par ici. Attends-moi, Elsa. Bonsoir, gardien. Chut. Écoutez, ces gens-là ne vous diront rien. Mais si c'est l'un d'entre eux que vous cherchez, allez donc voir au troisième œil. Le troisième œil? Kezako, le troisième œil.
journaliste Alex Dorval soupçonne une momie tibétaine exposée au musée d'ethnographie de Paris de posséder des pouvoirs surnaturels. Suicide inexpliqué, fantômes, épidémie de grippe espagnole sont autant de phénomènes directement liés à sa présence. Un autre personnage s'intéresse à la momie, le docteur Barbezieux, directeur d'une clinique à Suresnes et d'un sanatorium aujourd'hui désaffecté à Mornefange. Dorval et sa fiancée Elsa sont sur la piste d'une vieille médium, laquelle en sait long sur le docteur. Ah, rue du Mont-Cenis. Nous y sommes. J'aperçois une enseigne là-bas au coin de la rue. Le troisième œil, c'est bien ça. Le gardien du cimetière a dit vrai. Spécialité de cocktail hermétique, tarot. Billard ésotérique. Billard ésotérique? Qu'est-ce que c'est? Un billard avec des boules qui lévitent, peut-être, pour ne pas user le tapis. Ou alors on y fait rouler les boules sans queue, par simple psychokinésie. Entrons, nous verrons bien. Asseyons-nous à cette table. Et observons. Je boirais bien quelque chose. Voyons ce que dit la carte. Je me demande bien ce qu'ils appellent des cocktails hermétiques. Mirabelle aux zestes d'homoncule, coupe Crowley, Marie sanglante, cocktail Agartha. Et qu'est-ce que ça sera pour ces messieurs-dames? De café. Avec ou sans lecture de marre? Sans. Dites-moi, patron, on m'a dit que la dame que vous voyez sur cette photo faisait partie des habitués du troisième œil. Dites donc, vous êtes de la police? Non, pas du tout. Mais ma vieille tante ne jurait de son vivant que par cette médium. Et j'ai pensé que celle-ci serait la mieux habilitée à entrer en contact avec ma parente défunte. Ah bon? Dans ce cas, oui, je la connais. C'est Madame Isis Zabrowska. Et vous savez où nous pourrions la rencontrer? Ici même. Si vous faites tourner légèrement votre table sur la gauche, vous l'apercevrez là-bas, près de la fenêtre. Cette femme au profil d'oiseau de proie. Je l'aurais à peine reconnue, avec ses yeux noircis au col et son serre-tête rouge. Madame Zabrowska, Madame Isis Zabrowska. Monsieur Dorval, Mademoiselle Corrigan, je vous attendais. Vous me connaissez? Mais comment saviez-vous? Je sais. Tel est mon destin. Et croyez-moi, c'est parfois un fardeau bien lourd à porter. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. Vous savez donc pourquoi nous sommes ici? Bien sûr, vous êtes venu me voir pour que je vous parle de la nuit de Mornefange. De la nuit du sanatorium? Oui, c'est exact. Nous serons plus tranquilles chez moi pour parler. Le temps de finir ma bière, je sortirai la première. Vous attendrez quelques minutes et puis vous sortirez à votre tour. Entendu. Je vous attendrai au coin de la rue Saint-Vincent et de la rue du Mont-Cenis. Vous n'aurez alors qu'à me suivre discrètement. Comme vous voudrez. Je m'aperçois qu'il nous attend là-bas, sous ce réverbère. Cette femme me fait froid dans le dos. Avec ses yeux de grenouille et ses lèvres rouge sang, elle a l'air d'une goule. Oh, Alex, crois-tu qu'il soit bien prudent de la suivre? Je dois dire que la brume qui tombe avec le soir ne rend pas le quartier très engageant. Mais nous n'avons guère le choix. Et puis, il est trop tard pour reculer. En route. Paris, rédaction de la Revue des Curiosités. Salut les gars! Tiens, Robert, dis donc, tu penseras me filer tes photos des catacombes? Je m'en occupe, Coco, je m'en occupe, mais pour le moment, j'ai une visite urgente à faire à Mademoiselle Choupard. Ah, Mademoiselle Choupard, c'est une affaire qui marche, vous le dis-moi. Tu sais, depuis l'histoire des coffres rouges, elle est tout simplement en admiration devant toi. Je prendrai donc ça comme une preuve d'amour. Allez, je descends. Souhaite-moi bonne chance. Bon courage. Mademoiselle Choupard? Ah, tiens, vous voilà, vous. Je vous ai dit 100 fois de refermer cette porte derrière vous. Je ne tiens pas à ce que toute la tabagie de la rédaction vienne polluer la salle des archives. Vous avez raison, Mademoiselle Choupard. D'ailleurs, j'ai moi-même arrêté de fumer. Vous faites bien.
Un grand gaillard comme vous se doit de préserver son corps en bonne santé. C'est un capital qui... Oui, bon, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais fermez-moi cette porte. Voilà, c'est fait. Nous sommes seuls. Ah, monsieur Robert, ne commencez pas. Et d'abord, que voulez-vous? Savez-vous bien l'heure qu'il est? Je m'apprêtais à partir. Je vous comprends. J'imagine que vous devez avoir hâte de retrouver votre petit nid douillet et peut-être l'amant qui vous y attend. Oh, monsieur Robert, comment pouvez-vous aller imaginer des choses pareilles? Je suis une vraie jeune fille, figurez-vous. Ah, pardonnez-moi, mademoiselle Choupard, mais il suffit que je me retrouve ici en tête-à-tête avec vous pour qu'aussitôt mon imagination s'enflamme. Oh, oui, eh bien, calmez-vous. Et dites-moi ce que vous êtes venu chercher. Je vous répète que je suis pressée. Bon. Je cherche à identifier le personnage qui se trouve sur cette photo. Faites voir. Ce faciès vulgaire me dit quelque chose. Attendez. Oui, MA22. Quoi? MA22? Eh bien oui, classeur MA22, Marseille 1922, allée D, 4e section, rayonnage du haut. Vous connaissez donc ce type? Moi? Pas du tout. Mais je suis douée d'une mémoire visuelle exceptionnelle. Il m'a suffi d'apercevoir une fois cet homme sur une photo d'archive pour m'en souvenir. Vous êtes formidable, mademoiselle Choupard. 1000 fois merci, mademoiselle Choupard. Oui, bon, je vous laisse. Je compte sur vous pour mettre le dossier à sa place et surtout, n'oubliez pas de refermer à clé en sortant. Vous n'aurez qu'à laisser le trousseau au concierge. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Choupard. Nous disons donc allez D, 4e section. Voyons. MA22. Ah d'accord. Il y en a quand même 3 volumes. C'est pas gagné d'avance. Bon, au boulot. Oh! Ça alors? Ma parole, il y a un trou dans cette photo. Quelqu'un a découpé la tête des personnages qui figurent sur ce cliché. Mince alors. À tous les coups, c'est moi qui vais me faire engueuler par la Choupard. Eh mais, ces 2 gugus qui se tiennent aux côtés de l'homme sans tête. Leurs bobines ne me sont pas inconnues. T'en voir. Tiens, qu'est-ce que je disais? Les voilà. Eux aussi font partie des habitués de la clinique de Barbezieux que j'ai photographiée. Mais alors du coup, il y a fort à parier que le type sans tête soit celui que je recherche. Voyons voir. Que dit cette coupure de presse? Prélude à l'exposition coloniale de 1922 à Marseille. Le maréchal Lyautey, au centre, se fait expliquer sur plan la disposition de l'exposition. On reconnaît Monsieur Giry, commissaire de l'exposition, avec à sa droite... Vous êtes Choupard? C'est vous? Tiens, j'aurais juré avoir entendu du bruit. Ma foi, continuons. Avec à sa droite Messieurs Bonneau et Delaval, architectes, qui présentent les plans. À sa gauche, en canotier... Ah, cette fois, j'ai pas rêvé. Voilà? Y a quelqu'un? Qui est là? L'armoire!
Alex Dorval et sa fiancée Elsa ont retrouvé la vieille médium qui travaille pour le docteur Barbezieux. Visiblement, ce dernier tire les ficelles de notre histoire. Il est prêt à tout pour s'offrir une momie tibétaine au pouvoir maléfique surpuissant. Pendant ce temps, Robert, que son collègue Dorval a chargé d'enquêter au sujet de l'un des clients de Barbezieux, se retrouve le nez par terre. Salle des archives de la revue des curiosités. Ma parole, il est parti en laissant la porte des archives ouverte et la lumière allumée. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm? Regardez-moi ça. Il m'a tout fichu par terre. Des années de dossiers sans dessus-dessous. Oh, je vais en avoir pour des jours à reclasser tout ça. Si c'est pas malheureux tout de même. Ah! Des pieds! Mais c'est Monsieur Robert! Monsieur Robert! Monsieur Robert, répondez-moi! Que vous est-il arrivé? Cette armoire aurait pu vous écraser. On ne peut donc pas vous laisser seul 5 minutes? L'armoire. L'armoire. Attention, mademoiselle Choupard. Calmez-vous. Eh bien, dites-moi, heureusement que je suis revenue chercher les clés de mon domicile que j'avais oubliées dans mon bureau. Bon sang, il y avait quelqu'un ici, mademoiselle Choupard. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a plus personne à la rédaction à cette heure-ci. Je vous dis qu'il y avait quelqu'un. J'ai entendu un bruit et c'est à ce moment-là qu'on m'a renversé l'armoire sur la tête. Mais voyons, qui aurait pu? Je sais pas, moi, Oh, bon Dieu, bien sûr, le dossier. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pagaille comme ça? Le dossier MA22. Il a disparu. J'en étais sûr. On l'aura volé. On avait déjà découpé la photo, mais ça suffisait pas. On est revenu achever la besogne. Bon Dieu, j'aurais pu y rester. Comme tout ceci est rocambolesque. Ouh, je me sens toute excitée. Mais moi, je sais comment retrouver un double de cette photo de presse. Ah, mais, un malin, malin et demi. Dépêchons-nous, Elsa. Nous allons finir par perdre de vue Madame Zabrowska avec cette brume. Pour une vieille qui se déplace avec une canne, elle trotte diablement vite. Là-bas, au bout du terrain vague. Elle pousse le portail de ce pavillon. Alex, cet endroit est sinistre. Je te l'ai dit, Elsa, il est trop tard pour reculer. Et puis, elle nous a promis des révélations. Allons-y. Elle a laissé la porte entrouverte. Inutile de sonner. Tous ces minous. Minet. Oh, quelle odeur. Madame Zabrowska? Madame Zabrowska? Entrez, je suis dans le salon. Alex, il est encore temps. Elsa, je veux connaître la vérité. Vous êtes certain que personne ne vous a suivi? Et je ne crois pas, la rue était déserte. C'est à vous tous ces matous? Ce sont les chats abandonnés du cimetière Montmartre. On dit que chacun d'eux abrite l'âme d'un défunt. Ils me servent en quelque sorte d'auxiliaire. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. Madame Zabrowska, vous vous doutez bien que nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour vous parler de vos chats. Je sais, monsieur Dorval. Vous voulez savoir ce qui s'est passé cette fameuse nuit au sanatorium de Mornefange en Moselle? La séance de spiritisme à laquelle mon ami et moi avons assisté était une mise en scène, n'est-ce pas? Oui, tout cela a été préparé de longue date à votre intention. Ce tracteur qui a détruit votre automobile devait vous obliger à poursuivre votre route à pied. Le sanatorium des Eaux Vertes étant la seule habitation à des kilomètres à la ronde, vous ne pouviez manquer d'y chercher refuge pour la nuit. Et tous les pensionnaires que nous y avons rencontrés étaient... Des figurants, oui, recrutés pour l'occasion parmi une troupe de comédiens de la région. Mais cette fantasmagorie déployée à notre intention, quel en était le but?
vous faire assister à la vision prémonitoire du suicide d'un homme se jetant du haut de la tour Eiffel. Le professeur Lanterneau. Comment avez-vous procédé? La magie du cinématographe, cher monsieur. Astucieusement dissimulé dans un coin de la chambre, plongé dans une quasi-obscurité, un appareil pâté, projeté un film dans lequel un acteur, grimé en professeur Lamparo, Lanterneau. comme votre professeur Lanterneau, semblait se précipiter dans le vide. Un beau travail sophistiqué de suggestion programmée. Du coup, Alex, quand quelques jours plus tard nous avons vu ce pauvre Lanterneau tomber du 3e étage de la tour Eiffel, tu étais persuadé qu'il s'agissait d'un suicide puisque tu avais déjà assisté à la scène. Exactement. Et j'imagine que le génial metteur en scène de cette fantasmagorie n'est autre que Barbezieux. Notre bon docteur Barbezieux est décédé depuis 2 ans. Le docteur Barbezieux est décédé... bon sang, cette phrase, c'est vous également? Eh oui, elle a joué comme une formule hypnotique grâce à laquelle tout ce que vous aviez pu voir dans la clinique du docteur Barbezieux à Suresnes a été purement et simplement effacé de votre mémoire. C'est prodigieux. Et si j'ai mes voix parfois contraintes à participer à des pantomimes que ma conscience professionnelle réprouve, je n'en suis pas pour autant dépourvue de talents authentiques hors du commun, comme vous pourrez constater. Dans ce cas, pourquoi aller prostituer de pareils talents pour des crapules comme Barbezieux? J'ai été contrainte de servir ses intérêts. Il me tient. Vous voulez dire qu'il vous fait chanter? Oh non, c'est pire. C'est moi qui ai besoin de lui. À cause de ses cures de rajeunissement. Quoi? Quel âge me donnez-vous? Ma foi, je ne sais pas. Disons 70. Flatteur. J'ai 120 ans, jeune homme. 120 ans, 3 mois et 6 jours. C'est incroyable. Mais aucune science n'est aujourd'hui capable... Je crains que tout ceci ne relève plus de la magie que de la science, à moins de considérer la magie comme une forme supérieure de science. Mais enfin, quel traitement Barbezieux est-il parvenu à mettre au point pour arriver à des résultats aussi stupéfiants? Et vous pensez bien qu'il ne m'en a pas confié les secrets. Je sais seulement qu'il se sert de momies. De momies? Oui. Dès ses voyages à travers le monde, Barbezieux a rapporté de nombreuses momies, grâce auxquelles il est parvenu à mettre au point un traitement ralentissant le vieillissement des tissus humains. Vraiment? Je sais aussi que pour réussir totalement dans son entreprise, il lui reste à se procurer une momie au pouvoir 1000 fois supérieur. La momie du chaman Shunga. Et si, comme vous le dites, Barbezieux vous tient, et je ne comprends pas ce qui vous pousse aujourd'hui à nous faire ces révélations. Disons que je ne suis plus aussi sûre de vouloir devenir immortelle depuis que j'ai entrevu le prix qu'il faudra peut-être payer. Voyez-vous, il y a quelques jours, prise d'un pressentiment, j'ai voulu entrer en contact avec l'âme de Barbezieux. À son insu, cela va sans dire. Et alors? Alors que je sondais son esprit, j'ai été soudain frappée d'épouvante. Jamais auparavant je n'avais connu quelque chose de semblable. Je me suis sentie aspirée par un gouffre sans fond, avec une sensation d'angoisse totale et de froid intense. Mais que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous avez vu au juste? Rien. Monsieur Dorval, justement, je n'ai rien vu. Je me suis sentie aspirée par le néant, parce que son âme était absente. Moi qui suis si souvent entrée en communication avec des âmes sans corps, je me trouvais soudain confrontée à un corps sans âme. C'est incroyable. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien suivi, mais d'après vous, le docteur Barbezieux serait... Oui, le docteur Barbezieux. Hein? Excusez-moi un instant. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Ah! Madame Zabroska! Madame Zabroska! Mon Dieu, Alex. Le téléphone a complètement fondu. Madame Zabroska, quelle horreur! Elle a été... électrocutée.
journaliste Alex Dorval et sa fiancée Elsa en sont certains. Le mystérieux docteur Barbezieux a découvert une formule capable de ralentir le vieillissement des tissus humains. À base de poudre de momie, ce traitement pourrait bien lui rapporter fortune et gloire. Mais la présence apparue d'une momie tibétaine semble l'intéresser davantage. Cette momie d'un chaman vieux de plusieurs siècles possède des pouvoirs maléfiques plus puissants que l'on ne peut l'imaginer. Voilà de quoi intéresser le plus riche client de Barbezieux, dont Robert, collègue et ami de Dorval, ignore encore le nom. Allô? Viens, Robert, comment tu vas, mon Robert? Oh, dis-moi, vous travaillez encore à cette heure, vous autres les Parisiens? Information avant tout, mon vieux Panis. Et toi, comment va la canne-bière? Oh, coquine de sort. On aime Mistral, Fada, à décoiffer la bonne mère. Mais c'est pas pour me parler météo que tu me téléphones à l'heure du pastis. Non, j'ai un tuyau à te demander. Faudrait que tu me retrouves une photo que vous devez avoir dans vos archives au Petit Provençal. Et toujours? C'est une photo sur laquelle on voit le maréchal Lyautey. Il se fait présenter les plans de l'expo coloniale de 1922 à Marseille. Parmi les autres types qui se trouvent sur la photo, il doit y en avoir un avec un canotier. Je veux savoir qui c'est. Ouais. Je devrais pouvoir te dégoter ça. Je sais qu'on a un dossier sur Expo coloniale. Bon, je compte sur toi, mon Panis. Tu me rappelles dès que tu l'as. Ouais. Jardin du Luxembourg. Alors, Robert, quoi de neuf depuis hier soir? Vous avez enfin trouvé l'identité de mon satyre? Oui, et ça m'a coûté chéro. Visait un peu mon fond. Et le type qu'Elsa a vu dans la clinique de Barbezieux? Malicorne. Il s'appelle Ange Malicorne. Attends, je prends mon petit carnet. Voilà. Devanture honorable, entreprise de travaux publics, fricote dans l'immobilier, très généreux, bienfaiteur d'œuvres caritatives, propriétaire de boîte de nuit, soupçonné d'être le caïd du milieu marseillais. J'en étais sûr, il n'avait pas l'œil droit. Attention, hein. On n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit contre lui. Et quel rapport, à ton avis, entre Malicorne et le docteur Barbezieux? Il est vieux. Eh bien oui, il se fait soigner dans sa clinique de gérontologie. Je suis certain qu'il y a quelque chose de plus important entre eux qu'une simple relation médecin-patient. Et vous? La médium du sanatorium de Mornefange, vous avez fini par la retrouver? Hélas. Elle est morte sous nos yeux. Vous l'avez tuée? Elle a reçu un appel téléphonique. Et ça l'a tuée. Ça devait être une bien mauvaise nouvelle. Mais non, Robert. En décrochant le combiné, elle a reçu une décharge électrique. Son appareil avait été trafiqué. Mais elle a eu le temps de nous dire ce qu'on voulait savoir. Par exemple? Tout d'abord, la séance de spiritisme, à laquelle, voilà plusieurs semaines, nous assistâmes, toi et moi, au sanatorium de Mornefange, n'était qu'une vulgaire mise en scène orchestrée par le docteur Barbezieux. On l'avait deviné. Rien de neuf. Il voulait nous pousser à croire que le meurtre du professeur Lanterneau, le directeur du musée d'ethnographie, était un suicide. Le professeur Lanterneau, qui venait justement de recevoir une collection d'objets tibétains d'une inestimable valeur. Plus tard, on retrouve le cadavre de Xavier Yves Zarouf enterré dans son jardin. Xavier Yves Zarouf. C'est X, Y, Z. Le mystérieux donateur de la collection d'objets tibétains. J'y suis. Parmi ces objets, Zarouf devait récupérer une momie à l'issue de l'exposition, afin de la rapporter au Tibet à l'occasion d'une expédition à venir. Or, il est assassiné et quelqu'un d'autre prend sa place. Plus tard, il tente de voler la momie au musée, tombe du 2e étage, se blesse grièvement. Et il meurt sous nos yeux à l'hôpital. À cet instant, nous pensons avoir affaire au vrai Zarouf. Mais c'est pas lui. C'est Barbezieux. Mais si c'est Barbezieux, ça veut dire que Barbezieux est mort. J'y comprends rien. Robert, tu oublies un détail. On n'a jamais retrouvé le corps du faux Zarouf. Il a bel et bien disparu après avoir été descendu à la morgue de l'hôpital. Il y a deux choses l'une. Soit le corps a été transporté ailleurs, et je vois bien l'intérêt de la chose, soit l'agonie à l'hôpital était une mise en scène, et Barbezieux a survécu à une chute mortelle. Bah oui. Dites donc, votre histoire, c'est du Wells. Manque plus que la machine à remonter le temps. Mon cher Robert, faites un peu fonctionner vos méninges. Un homme invincible, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le baron de Nègre-d'Oeil. Lui aussi aurait dû mourir après la fameuse nuit d'émeute au village de Mornefange. 7 balles dans le corps tirées à bout portant, ça fait des dégâts. Pourtant, Nègre-d'Oeil se portait à merveille 48 heures après le drame.
Nègre d'œil, qui se trouve être le véritable donateur de la collection d'objets tibétains, et donc de la momie. Bon. Ce qu'il nous faut parvenir à découvrir, c'est pourquoi ces deux hommes, Nègre d'œil et Barbezieux, sont devenus invincibles. Et j'ai bien l'intention d'aller jeter un œil sur le rapport d'autopsie du baron, le plus tôt possible. Entrez. Suresnes, clinique La Belle Gabrielle. C'est nous, chef. Je le vois bien, connu de Transylvanie. J'ai pas encore perdu l'usage de mes yeux, hein. Approchez-vous du lit. Oui, chef. César, Marius, je vous ai convoqué ici dans ma chambre personnelle afin de revoir avec vous le détail de l'opération. On va vous opérer, chef. César, mon petit. Aïe, chef. Mais tu es plus bête qu'une poule. L'opération. L'opération. Ah, le vol de la momie au musée des drôloglaphie. Oh, non, mais tais-toi, César, tais-toi. Moi, je vais pleurer. Écoute, Marius, dis-lui, toi. On doit voler une momie au musée d'Ethno, le musée situé au Trocadéro. Entrée à droite, loge concierge, billetterie, toilette au fond du couloir à droite. Parfait, Marius. Je vois que tu as révisé la topographie des lieux. Alors, après ça, faisons une petite répétition. Oui, chef. César, ma bouillotte. Voilà, chef. Voilà. Bon, vous êtes dans la place, vous avez vos uniformes, vous vous présentez au gardien du musée, et là, vous lui dites... On lui dit bonjour, chef. Vous lui dites... On lui dit qu'on veut voir la momie, chef. Vous lui dites... Inspection d'hygiène et de sécurité de la ville de Paris, nous venons inspecter les momies. Mais chef... Alors vous êtes dans la place, hein? Le gardien vous a conduit à la momie, il a ouvert la vitrine à votre demande, et là, tranquillement, vous faites semblant d'examiner les parties les plus... Chef, j'ai une question. Je t'écoute, Marius. C'est quoi exactement une momie? J'en étais sûr. Non, mais j'en étais sûr. Hein. Riez pas comme ça, chef, vous allez vous faire du mal. Hein. Sacrebleu. Pas plus futé qu'une Hollandaise noire à huppe blanche devant un taille-crayon. Mais qui vous a pailleté les neurones, hein? Un macaque hybride? Une frisée au lardon? Une momie. Montrez une moi de momie. Plumeau de basse-cour. Voilà. À la lettre M. Comme maudit, momie. Cadavre conservé au moyen de matière balsamique ou de l'embaumement. Exemple, les momies égyptiennes. La couleur des momies est souvent brun foncé, noire et luisante, le corps dur et sec, et parfois enveloppé de bandelettes. Voilà, c'est ça. Et là, au milieu de la page, vous avez même une photographie. Ah, oui, chef. C'est plutôt moche comme machin. Hein? Tenez, prenez la page et déguerpissez. Hein? Bien, chef. Et revenez pas sans cette maudite momie, hein, vous entendez? Aïe! Oui, chef. Je tolère pas l'échec. Cette momie sera à moi. À moi, la jeunesse éternelle. À moi la vie, et à vous, à moi le pouvoir. Ange Malicorne est un vieil homme rusé.
S'il existe bien au musée d'ethnographie une momie dotée d'un pouvoir surpuissant capable de lui donner la jeunesse éternelle, c'est à lui et lui seul de s'en emparer. D'ailleurs, son médecin, le docteur Barbezieux, n'a que trop tardé à agir dans cette histoire. De son côté, le journaliste Alex Dorval cherche un détail qui lui permette de comprendre comment le baron de Nègredeuil, le défunt propriétaire de la momie maléfique, a survécu miraculeusement à 7 coups de fusil tirés par les habitants de Mornefange un soir d'orage. C'est le grand bâtiment rococo là. C'est le musée des trous. Enfin, le musée où il y a ce qu'à la momie. Garde-toi pile devant. Sors de là et n'oublie pas de mettre ton masque à gaz. Tu as le sac? Il est dans la sacoche. Et ça fait professionnel, hein, la sacoche. Professionnel de quoi? Et quand on te regarde, on se le demande. Allez-y. Et quel jour on est? Mardi, pourquoi? Et il y a marqué fermé le mardi, et c'est pas de bol. Me bougre d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans la coucourde qui te sert de crâne? Du Mistral? Si le patron a choisi ce jour-là, c'est justement parce que le musée est fermé au public. Histoire qu'on soit tranquille pour opérer, tu piges? Ah, d'accord. N'empêche que c'est fermé. Eh bien, frappe au carreau. Oh, grelot, vise un peu ces 2 types à la porte d'entrée. Ah ouais. Eh, mon vieux le gros, c'est pas pour pinailler, mais ils ont une drôle de dégaine avec leur masque à gaz sur la figure. C'est peut-être un exercice d'alerte. On nous dit jamais rien. Eh, subséquemment, je propose d'aller voir. Voilà. Regarde, grelot, le petit exhibe à papier en tête de la mairie de Paris. Vaut mieux le rouvrir. D'accord. Bonjour, messieurs. C'est à quel sujet? Service hygiène et sécurité dans la ville de Paris. On nous a signalé des émanations de momies. Des émanations? De momies? Vous avez bien une momie dans ce musée. On a tout ce qu'il faut, mais pour ce qui est des émanations, là, on n'est pas au courant. C'est pour ça que vous portez un masque? Vous pensez bien qu'on porte pas ça pour rigoler. Nous autres, on est spécialisés dans les émanations de momies. On peut pas prendre de risques, vous comprenez? Ça, c'est dingue. Nous, on nous dit jamais rien. Il y a des émanations de momies et on n'était même pas au courant. Eh, tu parles. C'est pas pour pinailler, mais il y aurait subséquemment de quoi exiger une prime en fin d'année, non? T'as raison, Grelot. Bon, en attendant, nous autres, on a notre inspection de momies. Oui, mais tout de même, c'est pas pour pinailler, c'est pas mon genre, mais à cet égard, on n'a pas d'instruction, alors faudrait voir ça avec le chef. Le chef? C'est lui qui nous envoie. Tais-toi, idiot, il parle pas du même. Ouais, bon, il faut que j'appelle le directeur, monsieur Lapalisse. Vous verrez ça avec lui. Allô? Monsieur le directeur? Oui, oui, il y a là 2 messieurs de l'hygiène de la ville. Ils disent qu'ils viennent pour la momie. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Non. Non. Bon. D'accord, monsieur le directeur. Il vous attend dans son bureau. 1er étage à gauche, sur le palier, et puis la grande porte au fond du couloir. Entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mes amis. Eh bien, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de momie? C'est rapport aux plaintes qu'on a reçues. Vous auriez, comme qui dirait, une momie pas aux normes. Vous avez bien un ordre de mission. Enfin, un papier de la mairie. Le voilà, notre ordre de mission, et pauvre cave. Vite, César, on le ficelle, on le bâillonne, et on fout chercher la momie. Bon, Marius, et comment on va la reconnaître, la momie, au milieu de tous ces machins exotiques? Exotique. On a l'image du dictionnaire, il n'y a qu'à ouvrir l'œil. Eh ben, c'est qu'il est grand, hein, ce musée. Tais-toi et cherche. Oh, Marius! Oh, César. Ça y est, je l'ai trouvé. La momie? Épatant. Mais c'est bien la même, pareil que celle du Dico? Allez, Zou, on y va. Oh, coquine de sort. Elle a mauvaise mine, cette momie. On verra comment tu sauras, toi, quand tu auras son âge. Tiens, passe-moi donc le sac. Et tu sais à qui elle me fait penser, cette momie? Au Mario Colombani. Le caïd de la bande de la Joliette? Lui-même. Après le casse de la caisse d'épargne, en 1912, pour échapper aux flics qui s'étaient réfugiés dans sa cave.
Et il avait tout muré derrière lui, porte et soupirail. C'est seulement quand t'as eu tout cimenté qu'il s'est demandé comment il ferait pour en sortir. On l'a retrouvé que 20 ans plus tard, à l'occasion de travaux. Il était à peu près dans le même état que cette momie. Il paraît que l'air spécial de la cave fermée l'aurait conservé. Sacré Mario. Oh, mais ça alors. Dis donc, c'est pas pour pinailler le gros, mais il y a les deux types de l'hygiène qui partent en courant avec un sac sur le dos, pour être précis. Oh, mais t'as raison, mon grelot. Là-bas arrêtez. Bon Dieu, grelot, je savais bien que ces Gugus étaient louches. T'as raison, le gros, c'est pas pour pinailler, mais je crois subsèquement qu'on a affaire à des voleurs. Vite, l'alarme. L'alarme, elle est ici. Quai des Orfèvres, bureau du commissaire Calisson. Vous savez, Dorval, ce que vous me demandez là n'est pas très réglementaire. Hein. Je sais, commissaire Calisson. Mais je vous rappelle que c'est vous qui aviez insisté pour me montrer le corps de Nègre d'Oeil à la morgue. Alors aujourd'hui, vous pouvez bien me montrer son rapport d'autopsie. Oh, certes. Tenez. Mais je le connais par cœur. Et je peux vous dire que je n'y ai rien relevé qui ait pu orienter l'enquête d'une quelconque façon. Merci, commissaire. Bon, après tout, je serais bien bête de refuser de l'aide dans une affaire aussi embrouillée. Avec des cadavres qui se décomposent plus vite que leur ombre, des momies facétieuses, des cercueils vides, des cannibales dans les catacombes, des médiums électrocutés, et j'en oublie sans doute. Tiens, voilà qui est curieux. Allô? Police judiciaire, commissaire Calisson. Oui, lui-même. Quoi? Vous êtes sûr? Ah bon? Oui, d'accord. Au revoir. Le feuilleton continue. Que se passe-t-il? Une momie vient d'être volée au musée du Trocadéro. Ça vous la coupe? Voyez-vous, Carmilla, j'attends les résultats les plus positifs de cette nouvelle décoction de fœtus de guenon. Oui, je ne pense pas que cela ait une influence déterminante sur l'espérance de vie de nos patients, mais cela devrait être extrêmement bénéfique pour leur peau. Oh, mais je sens sous votre blouse que vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là, ma chère Carmilla. Voyons, docteur Barbezieux, surveillez donc votre préparation. Carmilla. Mais, Malicorne, mais dites donc, vous pourriez tout de même frapper, non? Eh ben quoi, j'ai frappé? Non, mais je veux dire attendre avant de frapper d'entrée, quoi. Eh, vous me fatiguez, Barbezieux. Moi, pendant que vous abusez, là, dans votre labo avec Carmilla, eh ben moi, j'agis, hein. Ah. Nous autres Marseillais, nous sommes autrement plus efficaces que vous, les Parisiens, hein. Allez, voilà, vous autres, là. Amenez-moi le sac. Oui, chef. Tenez-vous bien, Barbezieux. J'ai une surprise pour vous. Tiens, regardez. Hein? Une momie? Et alors, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Mais où avez-vous été dénicher cette momie? Dans votre musée, celui du Trocadéro, peu cher. Là, vous n'avez pas été fichu d'aller la chercher vous-même, hein? Non, mais cette momie n'est pas celle que nous voulions. Comment ça? Dans une sardine. Celle-ci est aztèque. La nôtre est tibétaine. Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi, si c'est une momie métèque? C'est une momie ou c'est pas une momie? C'est la même que sur la photo. Quelle photo? Bah, la photo du dictionnaire, pardi. Tiens. Il n'y a pas marqué momie, là, peut-être, hein? Oh.
baron des Nègres-d'Oeil a légué de façon détournée une momie au musée d'ethnographie de Paris. Il détenait jusque-lors cet objet dans son château à Mornefange. Mais son suicide brutal dans une fosse aux ours n'a fait qu'épaissir le mystère autour de cette momie. D'ailleurs, un certain docteur Barbezieux n'a de cesse de s'en emparer. Le journaliste Alex Dorval et Elsa, sa ravissante fiancée, sont persuadés que la momie possède un pouvoir maléfique. Mais le baron de Nègre-d'Oeil avait un autre secret. Tu ne devais pas demander au commissaire Calisson de te laisser jeter un œil sur le rapport d'autopsie du baron de Nègre-d'Oeil? Si, je l'ai fait. Mais je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer comment cet homme a pu survivre plus de 2 jours avec 7 balles dans le corps, et même s'offrir un petit voyage depuis la Moselle jusqu'à Paris. Pas même un petit détail qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille? Non. Tu sais, le cadavre de Nègre-d'Oeil était dans un piteux état lorsqu'on l'a retiré de la fosse aux ours. Lacération, éviscération, profondes entailles. Un chirurgien n'y aurait pas retrouvé son bistouri. Et à part ça? Comment ça, à part ça? Tu n'as rien relevé de plus banal dans le dossier? A priori, c'est pas ce que je cherchais. Tu penses à quelque chose de précis? Je ne sais pas. La présence de marques sur l'épiderme? Un tatouage? Non. Ni tatouage, ni coloration ou décoloration particulière de la peau. Seulement des cicatrices anciennes. Chirurgicales? Sans doute. Une se situe au niveau de la cheville et une autre plus récente sous l'oreille gauche. Qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que j'ai dit? Une cicatrice sous l'oreille gauche? Une cicatrice sous l'oreille gauche à 2 cm du lobe? Je crois, oui. Alex, et si on achetait des sandwichs? J'ai hâte de rentrer à l'appartement pour te lire un passage de mon livre sur les rituels tibétains. Encore? Ah! Pour moi, ce sera un jambon beurre sans cornichons. Madame le professeur aurait-elle perdu sa page? Attends. Ah, voilà. Dis, tu veux bien me laisser un peu plus de place sur le canapé? Merci. Écoute ça. D'après leur valeur morale, les lamaïstes pensent qu'il est possible à celui qui sait comment s'y prendre de modifier son sort post-mortem et de renaître dans une condition agréable. Ils disent ça, les lamaïstes? Pourquoi ça t'intéresse, la technique? Énormément. Petit, je démontais les réveils de mon père. Voici ce qu'il est dit concernant le rituel de résurrection. Le premier soin du lama assistant un mourant est de s'efforcer de l'empêcher de s'endormir, de s'évanouir ou de sombrer dans le coma. Dans le corps maintenant insensible, la pensée doit demeurer active et attentive au phénomène qui s'accomplit. Il s'agit de faire jaillir l'esprit hors de son enveloppe par le sommet du crâne, car s'il s'évadait par une autre voie, son bien-être futur se trouverait grandement compromis. Cette extraction virtuelle est opérée par le cri rituel « hic » suivi de « fête ». Il faut prononcer de cette façon. Hic. Hic. Mais ce cri est absolument charmant. Hic. Fête. La combinaison de ces 2 sons provoque la séparation du corps et de l'esprit. Reste au disciple à s'entraîner à émettre le son hic avec le ton correct. Une fois l'esprit sorti du corps par l'orifice situé au sommet du crâne, le lama peut ensuite décider de redonner à l'enveloppe charnelle du défunt une seconde vie identique à la première. Pour cela, à l'aide d'un ciseau à peau, il fait une incision d'une largeur de 2 cm sous le lobe de l'oreille gauche. Ainsi, l'esprit sorti du crâne peut réintégrer son corps originel. Purifié par le rituel de l'expulsion, ce dernier se régénère et devient une enveloppe parfaitement immortelle. Je peux pas y croire. Pourtant, la réponse est là, dans ton bouquin. Depuis des semaines. Alors le baron de Nègre-d'Oeil aurait subi le rituel de l'expulsion? Ainsi que l'atteste la petite cicatrice derrière son oreille gauche et son invincibilité jusqu'à ce que les ours du Jardin des Plantes décident de le réduire en bouillie. Sans doute au cours de son voyage au Tibet en 1914, aura-t-il été mortellement blessé dans je ne sais quelle mésaventure et aussitôt réincarné dans son propre corps. Quant à Barbezieux, notre faux professeur Zarouf, je suis prête à parier qu'il possède une petite cicatrice identique derrière l'oreille. Après sa chute d'une fenêtre du musée d'ethnographie, il aurait dû logiquement y passer.
Je me souviens à présent. Au cours de l'une de nos conversations, le toubib de Mornefange m'a dit que le baron et lui se connaissaient de longue date. Peut-être ont-ils fait le voyage ensemble? Alex, et si nous nous rendions à la morgue pour vérifier si le dossier médical de feu Xavier Yves Zarouf mentionne une petite cicatrice derrière l'oreille gauche? Comment vous dites, Zarouf? Zarouf, Xavier Yves Zarouf. Le professeur qui est tombé d'une fenêtre du musée d'ethnographie. Vous avez dû lire ça dans les journaux. Ah oui, le type qui voulait voler sa propre momie. Oh, on l'a descendu ici il y a quoi, 3 semaines? C'est ça. Bon, je vais voir ce que j'ai dans son dossier. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. Oh, vous savez, ma petite dame, on n'a pas souvent l'occasion de rendre service à de jolies personnes comme vous. Hein. Appelez-moi Eugène. Zarka, Zarolo, Zarouf. Voilà, je l'ai trouvé. Donnez. C'est tout? Un simple certificat de décès? Ben, vous pensiez tout de même pas trouver autre chose? Si, enfin non. Il est vrai que nos chances étaient bien minces. C'est trop bête. Et si vous me disiez exactement ce que vous cherchez? C'est que nous faisons une enquête sur... Oui, enfin, nous recherchons des personnes appartenant à une secte. La secte des oreilles coupées. La secte des oreilles coupées d'Orient. La secte des oreilles coupées d'Orient? Oui, c'est le sujet de mon prochain article dans la revue des curiosités. Mais tout ceci est absolument top secret. Ah ouais? Chouette. Alors ce Zarouf en serait? C'est ce que nous cherchons à savoir. Et je suppose que vous voulez savoir s'il avait les oreilles coupées? Non, enfin, les membres de la secte sont reconnaissables à la petite cicatrice qu'il porte sous l'oreille droite. Gauche. À 2 centimètres du globe. Du lobe. Ah oui, je me souviens à présent. Venez. L'avez mis ici, dans ce tiroir. Référence D217 RC 720. Et je peux vous dire qu'il avait bien une cicatrice comme vous dites. Prodigieux. Oh, c'est rien, vous savez. Il avait la tête sur le côté quand Francis l'a amené sur le chariot. Et c'est moi qui lui tenais la tête quand on l'a mis dans le frigo, votre Zarouf. Elsa, ça y est. Nous tenons la preuve que Barbezieux est immortel. Mais Alex, si c'est le cas, comment est-il sorti d'ici? Bonne question. Bon. Vous avez encore besoin de moi? 1 minute, Eugène. Lorsque vous avez rangé Zarouf dans ce tiroir, êtes-vous sûr qu'il était bien mort? Bien sûr. Quelle blague. Mais lorsque la police a procédé à l'ouverture de son cercueil, celui-ci était vide. Comment expliquez-vous cela? La police? Oh là là, j'ai rien à voir dans tout ça, moi. J'ai fait mon boulot, un point c'est tout. Je ne m'occupe pas du service après-vente. Je donne des conseils pour la mise en bière et basta. Tout de même. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Dites-moi, Eugène, vous êtes certain de ne pas avoir oublié de me dire quelque chose? Un petit détail. Non, désolé. As-tu remarqué qu'il fait aussi froid dans son bureau que dans la salle réfrigérée? Cet Eugène est louche. Il nous cache quelque chose. Viens par ici. Alex, qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène dans un coin sombre, à l'abri des regards indiscrets. Ce petit bosquet face à l'entrée de service me semble parfait. Oh, Alex, est-ce bien raisonnable? Je ne voudrais pas que Eugène nous aperçoive lorsqu'il sortira. Et je te parie ma chemise qu'il ne va pas tarder à montrer le bout de son nez. Il était bien trop pressé de nous faire partir. Mais à présent, il s'agit d'occuper cette attente. Les incorrigants. Oh. Vous êtes incorrigibles. Oh. Ça me pendait au nez comme un sifflet de dessous. Sacré bon sang. Saleté de journaliste. M'ont bien eu avec leur histoire de secte. Gros tandouille. Allô? Clinique de la Belle Gabrielle? Je voudrais parler à mademoiselle Carmilla. Oui, c'est très urgent. J'attends.
Alex Dorval est persuadé que l'infirmier qui travaille à la morgue de la Salpêtrière est louche. Eugène en saurait-il plus qu'il ne le dit sur la fausse mort du faux Xavier-Yves Zarouf, alias le docteur Barbezieux? À ce stade du récit, une petite mise au point s'impose. Tu vois, j'avais raison. Eugène est sorti à peine 10 minutes après notre passage à la morgue. Et maintenant, qu'est-ce que tu espères? Il va sans doute rentrer chez lui. Et nous ferions bien d'en faire autant. Je te dis que ce type n'est pas clair. Je parie qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il a bien voulu nous dire sur la mort du faux Zarouf. Suivons-le. Est-ce que tu peux être têtu quand même? Il se dirige vers la station du métro Saint-Marcel. Il s'agit de ne pas le perdre de vue. Attention, pas nous faire repérer. Il regarde par ici. Ouf, il n'y a pas de raison de se méfier. Allez, on prend le risque de monter dans le même wagon que lui. Ok. Yes, ma petite dame. Merci. Où est-il passé? Là, il traverse le boulevard Montmartre. Oh, il va encore nous promener longtemps ou quoi? Non, il ralentit. Regarde, il s'apprête à entrer au musée Grévin. Que diable va-t-il faire au musée Grévin? Ça, nous n'allons pas tarder à le savoir. Laissons-lui le temps d'entrer et suivons-le. 2 entrées, dont une journaliste. Si. Maintenant, il va falloir jouer serré. Aujourd'hui, à pareille heure, il n'y a presque pas de visiteurs. Tâche d'être discret. Alex, regarde comme ce gardien est bien imité. Oh, les yeux, c'est extraordinaire. Bouh! Ah ah! Alors, je vous ai bien lu, hein, ma petite dame? Ha ha ha! Dites-moi, mon vieux, vous savez que votre cire est de bonne qualité? Remarquable, vraiment. Attention, je l'aperçois là-bas. Il s'est arrêté près de la baignoire de Marat. On dirait qu'il attend quelque chose. Ou quelqu'un. Dissimulons-nous derrière Danton et ouvrons l'œil. Visiblement, on lui a donné rendez-vous ici. Il commence même à s'impatienter. Moi aussi. Qu'y a-t-il? Le mannequin, celui de Charlotte Corday, là. Il brandit un couteau au-dessus de Marat. Eh ben quoi? Je jurerais l'avoir vu bouger. Voyons, Elsa, le réalisme a des limites. Mais bon sang. T'as raison, le bras, il se lève, il... Mon Dieu, Alex. Eugène vient d'être poignardé par le mannequin. C'est pas un mannequin, c'est une femme, et elle s'enfuit. Eh bien, que se passe-t-il, gardien? Vous n'avez pas vu une femme avec une grande robe noire? Si, je crois. Elle est partie par l'escalier, par là. Trop tard. À l'heure qu'il est, elle a déjà dû se fondre dans la foule des boulevards. Tant pis, Alex. Occupons-nous plutôt de ce malheureux. Tu as raison. Mais enfin, que se passe-t-il? Qui a crié? Un visiteur vient d'être poignardé, il faut appeler une ambulance, vite! Mon Dieu, mais c'est pas vrai! Alors, comment va-t-il? Je crains qu'il ne soit salement touché. Regarde, Alex, il ouvre les yeux. Eugène? Carmilla. Carmilla. Cette femme en noir, c'était Carmilla. Elle m'avait donné rendez-vous ici, au musée Grévin, près de la baignoire de Marat. J'ai pas compris pourquoi. Maintenant, je comprends. Il y a longtemps que vous connaissez cette Carmilla? Non, quelques jours à peine. Je l'avais vue qu'une seule fois, mais je n'oublierai jamais ce jour. On venait de descendre le client à la morgue. Celui avec un drôle de nom, là. Zarouf. Zarouf. Ouais. Le constat de décès était signé. J'avais rangé le type dans sa boîte. Bref, tout était calme. Faut dire que mes clients sont jamais très agités. Je lisais mon journal, peinard, quand soudain... le mystère de la momie du Shungarim poché par notre journaliste Alex Dorval. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de momie? Ah ça, dès qu'ils peuvent nous faire le coup du mort-vivant, ça loupe pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y a quelqu'un? Voilà que je cause au macabre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du monde dans mon frigo?
Mon âme Maccabée. Si c'est cette andouille de Francis qui me fait une farce. C'est toi, Francis? Y a quelqu'un? Répondez. Plus de lumière. Francis, si c'est une de tes farces, elle est de mauvais goût. Qui est là? Mais vous êtes mort. Ces cercueils sont très inconfortables et j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Ah, c'est une blague. Entrez. Ah, Carmilla. Toujours ponctuelle. Ce monsieur doute que je sois vraiment mort. Il faut bien reconnaître qu'il n'a pas tout à fait tort, mais comme je ne souhaite pas que cette bonne nouvelle s'ébruite, je compte sur vous pour acheter son silence. Monsieur est un professionnel du silence. Je suis sûre que nous parviendrons très vite à un accord. N'est-ce pas, mon grand? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux pas avoir d'ennui, moi. Ne craignez rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est de lester ce cercueil afin que les employés des pompes funèbres me croient toujours à l'intérieur. Mais... J'ai aperçu dans le couloir des sacs de plâtre laissés là par des ouvriers. Cela fera l'affaire. Parfait. Je vous attends dans la voiture. Je vous laisse convaincre monsieur Eugène d'oublier tout ce qu'il a vu. Tenez, les clés de l'auto. Elle est garée dans la petite rue, derrière l'hôpital. À tout de suite. Alors, mon mignon, à nous deux, à combien estimes-tu le prix de ton silence? Ça dépend de ce que vous me proposez. Ce que tu ne pourras jamais t'offrir. Alors, qu'en dis-tu? Le marché te convient? Ici, maintenant... Bien sûr. L'endroit est on ne peut plus calme. Allez, viens, là, sur cette table. Sur cette table où je n'avais jamais vu que des Maccabées, elle m'offrait ce corps chaud, si chaud. Calmez-vous, Eugène. Vous savez, dans votre état... J'ai pas pu résister. Après, elle m'a aidé à préparer le cercueil et le lendemain, on a solennellement inhumé 2 sacs de plâtre sous le nom de Zarouf. Carmilla. S'il en était besoin, voilà qui confirme nos soupçons. Oui, c'est bien Barbezieux qui se faisait passer pour Xavier Yves Zarouf. Et quand nous sommes venus vous poser des questions, vous vous êtes dit que le prix de votre silence méritait bien d'être réévalué à la hausse. Et j'avais pris des risques, non? Ça valait bien une petite rallonge, si j'ose dire. Vous avez donc repris contact avec Carmilla pour lui exposer vos exigences et elle vous a donné rendez-vous ici, n'est-ce pas? Gêne. Il ne nous répondra plus, Alex. Il est mort.
Alex Dorval et Elsa ont enfin la preuve de l'immortalité du docteur Barbezieux. Selon toute vraisemblance, un rituel de réincarnation, tel qu'on le pratique dans certains monastères au Tibet, l'aurait rendu presque invincible. De son côté, Barbezieux cherche plus que jamais à s'emparer d'une momie exposée au musée d'ethnographie de Paris. Mais dans les couloirs sombres, derrière les vitrines, rôde le fantôme. Et Robert, de la Revue des Curiosités, a bien l'intention de photographier le spectre. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Paris, musée d'ethnographie. Mince. La porte est ouverte. Pas normal. Gardien Legros, c'est moi, Robert. Et où est-il passé? Allons voir salle numéro 7. Legros, vous êtes là? Mon Dieu, mais on a tout cassé ici. La momie. La momie a disparu. Oh, pleure. J'arrive trop tard. Y a quelqu'un? C'est vous, le gros? Gardien de Grelot. Et voulez-vous lâcher le cou du gardien Legros? Vous allez finir par l'étrangler. Le fantôme. Calmez-vous, mon vieux. Ça n'est que moi. Allez, respirez un bon coup. Voilà qui est mieux. Monsieur Robert, je suis... Vous êtes dans un sale état. Regardez-moi ça, vos uniformes sont en lambeaux. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux, prostrés derrière cette vitrine? Il est venu. Le fantôme. Ça va, Grelot, j'ai compris. Détendez-vous, mon vieux. Faites peine à voir. Tenez, j'ai toujours ma flasque de bourbon sur moi. Buvez un petit coup, Grelot. Ça remet les idées en place, hein? Je peux en avoir aussi? Allez-y. Vous êtes pâle comme un os de cochon. Et racontez-moi tout. Eh bien, je vous ai appelé depuis le poste téléphonique, situé en bas des escaliers, à gauche, à 12h moins 10. C'est vrai. Tandis que Grelot se chargeait de surveiller nos arrières. À ce moment-là, le fantôme venait de pénétrer dans la salle numéro 7. Où nous sommes présentement. Épargnez-moi les détails, le gros. J'ai dit à Grelot de retourner surveiller le fantôme pendant que je vous attendais à la porte de service. Mais Grelot n'a pas voulu. Il avait peur. Alors, nous sommes allés tirer le verrou de la porte de service pour que vous puissiez rentrer dans le musée. Et ensuite, nous avons rejoint la salle numéro 7. Le fantôme s'y trouvait toujours. Oui. Le fantôme. Il ne nous a pas vus. Cachons-nous derrière ce pilier. Il porte toujours sa cape avec des yeux rouges. Il se rapproche de la momie. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il se balance comme un métronome. C'est pas pour dire le gros Miglosine, pour être exact. Exact. Un balancement régulier, quasi hypnotique. Regarde. La momie. Elle se transforme en verre luisant. Phosphorescente. J'ai jamais vu ça. Mais la momie sort quelque chose de sa poche. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, sapristi! Il découpe la vitrine. On peut pas le laisser faire ça. C'est la trouille. Oui! Une fois de gardien. J'ai jamais personne touché à une vitrine, même pas un fantôme. Oh là, fantôme! Ne touche pas à cette momie, ou il t'en coupera. Regarde, attention, c'est sa cape. Des Ah!
On a bien cru qu'on y resterait. Pas vrai, Grelot? Ah ben oui, alors, enfin, c'est pas pour dire, mais on a bien cru qu'on était cuits, pour être exact. Mais le fantôme, la momie, où sont-ils passés? Demandez la revue des curiosités. Sensationnel. Le fantôme du musée dérobe la momie. Le témoignage poignant des deux gardiens. Paris Presse verra dans le musée d'ethnographie. L'inspection d'hygiène de la ville de Paris interdit l'accès de l'établissement au public. La grippe espagnole fait des ravages dans la capitale. Des chiffres alarmants, page 7. Paris Presse. Docteur Barbezieux. Voyons, Carmilla. Vous voyez bien que vous me dérangez en pleine élaboration de mon dernier gel liporaffermissant à base de poudre abrasive de dents de castor. Désolé, professeur, mais avez-vous lu le journal ce matin? Mais oui, je l'ai lu. Docteur le fantôme, c'est vous? Voyons, mon petit, qui a bien pu vous mettre une idée pareille dans la tête? Heureuse de vous l'entendre dire. Moi, me déguiser en fantôme, mais pourquoi pas en loup-garou, en vampire? Mais alors, qui a bien pu faire le coup? Je croyais que nous étions les seuls à nous intéresser à cette momie. Réfléchissons. Ange Malicorne. Trop bête. Il est tout juste bon à barboter dans nos baignoires sarcophages à l'eau de Vichy, incapable de faire la différence entre une momie aztèque et un ouvre-boîte. Alors qui? Eh bien... il y aurait bien quelqu'un. Un bossu que nous avions peut-être un peu vite oublié. Cornelius. Cornelius? Le fils du baron de Nègredeuil. Je l'ai soigné à plusieurs reprises au sanatorium de Mornefange. Cela dit en passant, je n'ai jamais réussi à redresser sa bosse. Il rendait régulièrement visite à la momie que son père tenait enfermée dans la crypte du château. Il avait, comment dire, un effet apaisant sur ce vieux morceau de viande racornie. Comment est-ce possible? Ah, ça je l'ignore. Ce nabot avait, semble-t-il, opéré un transfert au point qu'il lui arrivait de prononcer le mot momie à la place de celui de maman. Oh, pauvre petit. Cette demi-portion rêvait de devenir acteur à Hollywood. Vous vous rendez compte, ma chère? Acteur à Hollywood avec une bosse. Sarah Bernard a bien joué dans La Voyante en 1923 avec une jambe de bois. Carmilla, j'adore votre sens de l'humour. Ce n'était pas de l'humour. Passez-moi cette éprouvette, voulez-vous? Oui, docteur. À votre avis, Carmilla, comment pourrait-on retrouver un bossu à Paris? En essayant Notre-Dame? Ah, génial. Vous êtes génial, ma chère. Mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Notre-Dame, c'était de l'humour, docteur. Carmilla, accompagnez-moi jusqu'à mon bureau. Nous avons du pain sur la planche. Ou plutôt sur les planches, devrais-je dire. Docteur Barbezieux, puis-je savoir ce qui est la cause d'une telle hilarité? Allons, décrispez-vous, mon minou. Venez plus près. Voici ce que nous allons faire. Oui. Oh oui. Ah, docteur Barbezieux, vous êtes voluptueusement démoniaque.
La momie du chaman Shunga vient d'être dérobée au musée d'ethnographie de Paris par un fantôme et son escorte de rats. Le journaliste Alex Dorval et sa fiancée Elsa sont convaincus que le docteur Barbezieux et le fantôme cambrioleur ne font qu'un. Barbezieux utiliserait la poudre de momie dans une préparation à base d'eau de Vichy et de liquide amniotique pour rajeunir la clientèle de sa clinique. Il était temps que Robert vienne prendre la relève. Je tombe de sommeil. Quelle heure est-il? Presque minuit. Moi, cette planque devant la clinique de la belle Gabrielle, ça m'enthousiasme pas vraiment. Après tout, rien ne prouve que Barbezieux soit responsable du vol de la momie. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Quand il se faisait passer pour Xavier Yves Zarouf, il avait déjà fait une première tentative. Quant aux deux Gugus qui ont emporté l'autre jour une momie aztèque, ça m'étonnerait pas qu'ils aient parti liés avec Barbezieux. Attention là, devant toi! Qu'est-ce que c'est? Elsa, pince-moi, je rêve. Alors nous faisons le même rêve? Tu vois ce que je vois? Oui, Alex. Il s'est immobilisé au milieu de la route, en plein dans la lumière des phares. Il est gros comme un camion. Il serait difficile de pas le voir. Un éléphant. En plein bois de Boulogne. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il se dirige vers nous. Alex, j'ai peur. Allez, psst, sale bête. Mais il va tout de même pas... Si. Il s'apprête à s'asseoir sur le capot de la voiture. Sortons en vitesse. Je tiens pas à me retrouver aplati comme une limande entre deux plaques de tôle. Oh, mon Dieu. C'est la deuxième voiture du journal broyée en moins d'un mois. J'espère qu'il compte pas passer la nuit ici. Bon, de toute manière, la voiture est foutue. On n'a plus qu'à rentrer à pied. À pied? Eh ben quoi? Le bois de Boulogne, c'est pas la forêt de Mornefange. Et puis l'autre nuit, ça t'avait pas effrayé, je te le rappelle. Peut-être, mais on m'avait hypnotisé. Regarde-moi dans les yeux et en route. Milliards de trapèzes! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Je ne les ai jamais vus dans cet état. Je dirais qu'ils ont senti un orage. Il n'y a tout de même pas d'orage au mois de novembre. On dirait que si. Écoutez, patron. Ouais, c'est vrai que c'est pas normal de l'orage en plein mois de novembre. Mais les bêtes, c'est pas ça qui les énerve. Elles en ont vu d'autres. Non. On dirait qu'elles ont senti autre chose. C'est vrai qu'en temps normal, jamais Dumbo n'aurait brisé ses chaînes. Vous faites qu'est-ce qu'ils fichent, les autres? Ça fait bien 2 heures qu'ils sont partis à sa recherche. Ils se sont égarés ou quoi? Le bois est grand, patron. Par tous les chapiteaux du monde. Si jamais Dumbo s'en va faire du dégât dans les beaux quartiers, je suis pas dans le pétrin, moi. Heureusement qu'à cette heure-ci, les magasins de porcelaine du 16e sont fermés. Ça te fait rire, bougre d'andouille. Dès que les autres seront revenus, tu enverras une deuxième équipe pour continuer les recherches. Je veux qu'on m'ait retrouvé ce foutu éléphant avant l'aube. Bien, patron. Attention, voilà Balthazar. Alors, quelle nouvelle? Toujours rien, le patron est furax. Hein. Bon, vous autres, apprêtez-vous à poursuivre les recherches. Et toi, le bossu, t'as entendu? Tu nourriras tes bestioles plus tard. Oui, monsieur Balthazar. Zorbac, Aldo et Lilo, vous ferez aussi partie de la deuxième équipe. Et si vous revenez bredouille, vous êtes tous virés. Oh, t'en fais pas, Cornelius, ça lui passera avant que ça me reprenne. T'as raison, Aldo. Surtout qu'avec ces rats, Cornelius est un des clous du spectacle. T'as raison, Lino. Et en plus, ces bestioles sont les seules à se tenir peinards ce soir. Bah, c'est toujours comme ça. Dès que le patron s'enrhume, Balthazar éternue. Mais vous en faites pas pour Cornelius. Avec son physique, il trouvera toujours du boulot. Tiens, je viens justement de lire une annonce là. Les films du Scorpion recherchent authentique bossu pour rôle principal dans adaptation cinématographique d'une œuvre de Victor Hugo. S'adresser au théâtre des Deux Moules. Des Moules. Voilà. Et je le vois bien jouer Pinocchio. On a dit Hugo, pas Collodi. Non, mais il pourrait peut-être jouer Cosette. Tiens, Miss Anastasia.
Alors, comme ça, Ténébrax laisse sa jolie assistante se promener dans le cirque en pleine nuit? Laisse-moi tranquille, monsieur Jojo. Ça te dirait de venir faire un petit tour dans ma roulotte? Laissez-moi, je vous en prie. Oh, allez! Fais pas ton effarouché. Je te montrerai mes tatouages. Arrêtez, monsieur Jojo. Ben quoi, je te plais pas? Vous sentez la sueur. Petite bêcheuse, va. Hein, ça se croit supérieur parce que ça fait sortir des lapins d'un chapeau. Mais moi aussi, je sais faire apparaître des trucs. Tiens, regarde. En plus, vous êtes vulgaire. Aïe, lâchez-moi. Laisse-la. Elle t'a dit. Grosse brute. Oh, là, le prince charmant. Et j'y fais pas de mal à ta chérie, là. Laisse-la. Arrête. Boss, tu me fais peur. Cornelius, au secours. Allez, vous autres. C'est bon, arrête. N'empêche, tu perds rien pour attendre. Ça gnome, va. Merci, Cornelius. Douce Anastasia. Je te l'avais dit, il y a souvent des cirques qui s'installent ici. Voilà donc d'où venait cet éléphant. Eh bien, je vais aller dire 2 mots assez forts à un mois. Enfin, tu as vu l'heure? Et alors? Il y a encore des roulottes éclairées? Et puis si ces gens sèment leurs éléphants, je peux tout de même bien leur dire qu'il y en a un assis sur ma voiture. Nous y sommes. Il reste maintenant à trouver la roulotte du directeur de ce cirque. J'espère pour lui qu'il a une bonne assurance. Là, je crois que c'est plutôt la roulotte des tigres. Et vous là-bas? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous fichez ici à cette heure? Le cirque est fermé. Vous n'auriez pas égaré un éléphant par hasard? Vous avez retrouvé Dumbo? Où est-il? Vous l'avez ramené? Par la trompe. Vous voulez rire? Aux dernières nouvelles, il était confortablement assis sur le capot de ma voiture. Bon, suivez-moi, il faut aller trouver le directeur. Il va surtout falloir faire un constat. C'est le véhicule du journal. Ouais, ben vous verrez ça avec le patron. Hein. Et je vous préviens, il est de mauvais poil. Ça tombe bien, moi aussi. Alex, tu as vu? Quoi? L'affiche du cirque. Tu as vu comment il s'appelle? Le cirque du Kraken. Et ça te rappelle rien? Bon sang, mais c'est bien sûr. La carte postale que la fille de Nègre d'Œil avait reçue de son frère Cornelius. Mais alors? Alors si ça se trouve, Cornelius travaille dans ce cirque. Où il y est seulement passé. Bon alors, vous venez ou quoi? On arrive! Attends, regarde. Dans la liste des attractions. L'homme au rat. Sapristi, bien sûr. Les rats. Les rats de Mornefange. Et ceux qui accompagnent le fantôme, ce sont ceux de Cornelius. Mais alors c'est donc lui qui aurait volé la momie? Encore un peu de thé, ma douce Anastasia. Merci, cher Cornelius. Tu sais, Anastasia, je crains qu'une jeune fille comme toi ne soit pas à sa place dans ce milieu. Hélas, Cornelius, je ne peux pas abandonner Ténébrax. Il m'a recueillie toute petite. Je n'ai pas d'autre famille que le cirque. Bien, moi, je ne compte pas y passer ma vie. Tiens, regarde cette annonce. On recrute des comédiens pour un film. Le cinéma, tu imagines que demain je sois célèbre? Oh, Cornelius, tu m'emmènerais avec toi, dis. D'accord, je t'emmènerai à une condition. Laquelle? Il faut que tu puisses garder un secret. Bien sûr, Cornelius, tu sais que je ne te trahirai jamais. Alors, viens voir. Que caches-tu derrière ce rideau, Cornelius? Tu vas voir. Le
Docteur Barbezieux et son assistante Carmilla ont eu l'idée d'un stratagème démoniaque pour mettre la main sur Cornelius, le bossu de Mornefange. Ce fils de baron a dérobé au musée d'ethnographie de Paris une momie tibétaine léguée par son père. De leur côté, Alex Dorval, Elsa et Robert cherchent aussi après le bossu. Ils ont hâte de savoir pourquoi tout le monde court après la fameuse momie du chaman Shunga, bien qu'ils se doutent déjà de son pouvoir maléfique. Allô Marcel. Bonjour. Vise impossible de l'entrée. On veut encore un. Oh, ben, je crois bien que c'est le deuxième depuis ce matin. Le table, t'as organisé un congrès de bossu dans ton rad, là, ou quoi? Non, c'est en face, au Demule. Il y a des gens du cinématographe qui ont loué le théâtre pour recruter des comédiens. Ah ouais? Et dis donc, Marcel, il y aura peut-être du taf pour toi, alors, en face de ça. Avec ta tronche, tu vas peut-être pouvoir faire aussi cinéma, toi. Non, il paraît qu'ils cherchent un bossu pour le rôle de Kimono. Ah bon? C'est un film japonais, alors? Bon, qu'est-ce que je vous resserre? Moi, je suis quelque chose d'affreux, ni homme, ni animal. Je ne sais quoi plus dur, plus foulé aux pieds et plus difforme. Bien, ça ira comme ça. Je vous remercie, on vous écrira. Thank you. Next, please. Boulogne, au théâtre des Deux Mules. Ma chère Carmilla, c'est le 32e bossu qui défile depuis que nous avons commencé cette audition. Et toujours pas de Cornelius. Ne désespérez pas, docteur Barbezieux. Il arrive encore d'autres candidats. Allez-y, jeune homme. Moi, je suis quelque chose d'affreux, ni homme, ni animal. Je ne sais quoi plus dur, plus foulé, aux pieds et Non, c'est pas ça non plus. Merci, au suivant. Next one, please. Si au moins nous faisions l'économie de cette ridicule séance de déclamation. Faisons monter sur scène tous les bossus restants et mettons-les en randonnion. Nous verrons tout de suite si Cornelius se trouve parmi eux. Ce serait bien trop risqué. Nous devons faire en sorte que notre simulacre d'audition se déroule dans les règles, si nous ne voulons pas éveiller le moindre soupçon. D'ailleurs, vous devriez ajuster votre fausse barbe. Elle se décolle. Oh, merci, ma chère. Vous ai-je dit combien votre perruque rousse rehaussait le vert de vos pupilles? Bien. Au suivant. Par la foudre de Zeus, c'est lui. Vous en êtes sûr? Oui, c'est notre bossu, c'est Cornelius. Moi, je suis quelque chose d'affreux, ni homme, ni animal. Je ne sais que... Très bien. Excellent, n'est-ce pas, ma chère mademoiselle Kowalski? Oh, yes, Mr. Gabriel, wonderful. That's him. I mean, Quasimodo. Eh bien, messieurs, nous vous remercions. Cette audition est terminée. Merci d'être venus. Quant à vous, jeune homme, si vous voulez bien me suivre, nous avons un parler à faire. Entrez, monsieur Cornelius. Nous serons mieux dans ces loges pour discuter. Oui, monsieur Gabriel. Je vous en prie, asseyez-vous. Ainsi, jeune homme, vous voulez faire du cinéma? Avec votre permission, monsieur Gabriel. Mais mon petit tout vous désigne pour le rôle prestigieux du bossu de Notre-Dame. Vous avez, si je puis dire, le physique de l'emploi. Dites-moi, cette bosse, c'est de naissance? Oui, monsieur Gabriel. Eh bien, parfait. Avant d'aborder le traditionnel registre des questions concernant les modalités de votre contrat, vos émoluments et les dates du tournage de notre film, trinquons à ce cher Victor. Victor? Oui, Victor Hugo. Ah oui, Hugues. Chin. C'est... Du whisky, mon cher, relevé d'une pointe de Morora. Non, je plaisante. Ce rire, je le connais. Qui êtes-vous? Devinez. Peut-être me faut-il retirer cette fausse barbe qui ne rend définitivement pas hommage à mon physique. Docteur Barbezieux. Gagné, mon petit. Vous, mon père est mort par votre faute.
Espèce de salaud! Le whisky, il était drogué. Un léger somnifère. Dites 33. 33. Oh, stupéfiant. Le somnifère fait disparaître votre bégaiement. Il fallait y penser. Cette audition pour le rôle du bossu de Notre-Dame, c'était un piège. Oh, on ne peut rien vous cacher. Émile! Je me demandais pourquoi vous m'aviez choisi. Les autres acteurs étaient bien meilleurs. En effet, mais tu possèdes un avantage sur les autres. Émile! Lequel? Une momie que je n'ai de cesse de convoiter depuis le jour où nous l'avons rapportée de notre voyage au Tibet, ton père et moi. Seulement ton père n'a jamais voulu me la confier. Il avait peur que j'en fasse mauvais usage. Quelle idée stupide, n'est-ce pas? Vous avez appelé, patron? Aide-moi à mettre le bossu dans cette caisse. La momie. Papa. Il est dans le coltard. Prends-le par les pieds, je le tiens par les épaules. Bien, patron. Dépêchez-vous, ça va commencer! Mais tout va bien, Robert, on avance! Depuis ce matin, il est excité comme une puce. Qui a les places? Moi. La perspective d'assister à la représentation du cirque du Kraken le met dans tous ses états. Il s'est même fendu d'un nœud papillon. Sans doute pour amuser les enfants. C'est pas la peine de vous faire des messes basses. J'ai l'ouïe aussi fine que ma grand-mère. Le pavillon, chez nous, c'est génétique. Ah bah oui, ça se voit. Moins que le jupon sous votre jupe, Elsa. Quoi, mon jupon? J'ai pas de jupon, d'abord. La bonne blague. Quand vous avez fini tous les deux, dois-je vous rappeler que nous sommes ici pour les besoins de notre enquête et non pour nous payer du bon temps? C'est ta fiancée, Dorval. Elle me provoque. Et qu'est-ce que je vous disais? Le spectacle va commencer! Robert, je vous interdis de pousser. Robert! Allez, dégagnez-vous devant! On va les clowns! Mesdames, messieurs, après une tournée triomphale à Tokyo, Londres, Berlin, Rome, Luxembourg et Kerguelen, il défie les lois de la pesanteur et fait trembler les petits et les grands. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, le seul, l'unique, Matsuro Shishu, le lutteur japonais aux doigts de caoutchouc. Là, on sera bien. On voit toute la piste. Un peu serré peut-être. Ça va pour moi. Waouh! Vous avez vu ce qu'il fait avec ses doigts, le sushi? Ah, ça frise l'extase. Mais qu'est-ce qu'elle a, la bretonne, à râler tout le temps? Je râle pas, je donne mon point de vue. Je vais demander le programme. Mademoiselle, le programme, s'il vous plaît. 3 francs, monsieur. Voilà, gardez la monnaie. Merci, bon spectacle. Alors, après le numéro des acrobates, vient celui du magicien Ténébrax. Ah, un numéro de prestidigitation, le summum. L'homme aura passe en seconde partie du spectacle. Je suis impatient de voir le numéro de Cornelius. Pour l'instant, rien ne prouve que le dresseur de rats soit notre homme. Tu crois qu'il les fait marcher sur un fil, ces rongeurs? Non, il les fait tirer un carrosse, comme dans Cendrillon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il entre en piste. Oh, doué le gars. Il porte sa partenaire sur un seul doigt. Oh, je suis littéralement subjuguée.